Bonjour. Cette troisième vidéo aborde le tournant dans lequel se trouvent la France et l'Europe. Elle fait suite aux deux premières vidéos, l'Union européenne contre les peuples et l'idée d'Europe, l'Europe et la Russie. Nous sommes actuellement en route vers l'effondrement. Il y a une faillite de l'Union européenne du fait de l'échec du néolibéralisme, un néolibéralisme basé sur la concurrence, la financiarisation de l'économie, la dérégulation des mouvements de capitaux, un grand marché qui est devenu une simple zone de libre-échange. Tout cela a provoqué une désindustrialisation avec des pertes de souveraineté dans des très nombreux secteurs, en santé, en économie, les puces pour l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, etc. Et cela a provoqué également une paupérisation. Par ailleurs, il y a une perte de l'éthique économique. On l'a vu avec la société, la filiale chinoise Nexperia, basée aux Pays-Bas, et avec la prise de contrôle de cette filiale par le gouvernement des Pays-Bas en novembre 2025. Il est question également du vol des actifs russes et voire même de démembrer la Russie pour s'accaparer ses richesses. Il y a une faillite géopolitique. On a intégré en 2004 en particulier la Pologne et les pays baltes. On sait que dans les pays baltes, il y a d'importantes minorités russophones, sans que ces pays aient préalablement pacifié leurs relations avec la Russie. On a refusé l'élaboration d'une architecture de sécurité en Europe avec la Russie. L'OTAN s'est étendue aux frontières de la Russie, avec une utilisation cynique de l'Ukraine dans une guerre contre la Russie. Et on a vu la disparition de la diplomatie européenne. Par ailleurs, il y a des institutions concurrentes dans la gestion des conflits. Certaines sont purement européennes, comme le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Et il y a par ailleurs l'OTAN et l'OSCE, avec la présence américaine, sachant que la guerre froide n'a en réalité jamais disparu, malgré la chute du communisme de l'URSS en 1991. Il y a une faillite morale et démocratique. On a donc vu la disparition de la démocratie avec le traité de Lisbonne, qui était un copier-coller du traité établissant une constitution pour l'Europe, qui a été refusé lors du référendum de 2005. Il y a une tendance centralisatrice au niveau de la Commission européenne. Il y a une faillite de l'expertise scientifique, que ce soit en économie, avec la pensée unique du néolibéralisme, en médecine, avec l'émergence d'un biopouvoir, comme on a pu le voir pendant la crise de la Covid-19, et avec la pensée unique des nouvelles biotechnologies ARN messager, à l'exclusion des vaccins classiques à virus tué, ou des thérapeutiques utilisées de façon habituelle pour toute pneumopathie infectieuse, comme par exemple l'azithromycine. Il y a une évolution vers une pathocratie, on avait vu ça dans la première vidéo. Une pathocratie, c'est un système politique où les dirigeants sont animés par une volonté de nuire, peuvent recourir à une gestion par la peur, et voire même à la guerre, sans aucune considération pour la vie humaine. Il y a d'autant plus de risques d'évoluer vers une pathocratie que la société civile est soumise et éteinte. Et il y a l'absence de but et d'objectif, hormis la guerre contre la Russie et la volonté d'une confrontation directe avec la Russie en 2029. Donc la France est en plein naufrage. Il y a un échec des partis politiques.
avec l'illusion d'un clivage gauche-droite qui cache en réalité le véritable clivage entre globalisme, européisme d'un côté et souverainisme de l'autre. On se rappelle que pour Maastricht en 1992, 49% ont voté contre, et en 2005, 55% des Français ont voté contre le traité établissant une constitution pour l'Europe. Il n'y a plus de débat, une propagande médiatique, et avec les fictions des forces souverainistes. De même, au niveau de l'élection présidentielle, les candidats mondialistes sont mis en avant au détriment des candidats souverainistes. Et la politique de la France est alignée sur celle de l'Union européenne. Et de plus, la perte de souveraineté monétaire a contribué à la désindustrialisation, à la précarisation et à l'endettement. On avait vu dans la première vidéo que la construction européenne a déraillé en 1984. L'OTAN aurait dû disparaître en 1991. Une sécurité commune avec la Russie n'a pas été construite. Le droit international a été violé par l'OTAN en 1999. Les élargissements en 2004 se sont faits sans pacification de ces pays avec la Russie. On a voulu intégrer l'Ukraine alors que ce pays était en conflit avec la Russie. Quand tout va bien, il y a privatisation des gains, mais en cas de crise financière, il y a socialisation des pertes, comme on l'a vu en 2008. La Grèce est même passée sous la coupe du Fonds monétaire international. Il y a donc le déni démocratique avec le traité de Lisbonne en 2009. Du fait du néolibéralisme, les États sont passés sous la coupe des marchés financiers. Le libre-échange a provoqué une désindustrialisation. Il y a l'émergence du beau pouvoir, du biopouvoir, avec le refus d'analyser l'importance des effets secondaires des technologies à ARN messager. L'Ukraine a été instrumentalisée par l'OTAN et on veut lutter contre l'urgence climatique et en même temps provoquer une guerre contre la Russie avec tous les dégâts environnementaux que cela implique. Donc depuis 1984, il n'y a aucune autocritique, aucune remise en question. C'est d'ailleurs une des caractéristiques d'une pathocratie. Et si on voulait donner une devise à l'Union européenne, ça serait errare humanum est, perseverare diabolicum. Alors, comment envisager une mutation pour un renouveau? Il faudrait déjà revenir à la notion de besoin, les besoins de tout être humain. Donc, on connaît la pyramide de Maslow, on peut aborder ça aussi de façon un petit peu différente. Il y a les besoins de base qui touchent à la dignité de la personne humaine, boire, manger, se vêtir, se loger, et qui touchent à sa sécurité. Avoir un environnement sécure, un besoin de justice, et tout cela passe par un État protecteur. Il y a des besoins sociaux, le système de santé, éducatif, la préservation de l'environnement, le besoin de liens et de relations humaines. Il y a des besoins économiques, des revenus, la production, la consommation. Sachant que les besoins sociaux et économiques peuvent entrer en concurrence, hein, par exemple, une production peut engendrer des dégâts environnementaux. Et puis enfin, il y a les besoins d'accomplissement de soi, donc qui peuvent être sur différents niveaux, besoin de liberté, besoin de développer ses dons et ses potentialités, sa créativité. C'est aussi la capacité à se libérer des peurs, à développer son ouverture d'esprit, de développer son esprit critique.
Et ça peut être également les besoins spirituels, apprendre à se libérer des désirs superflus, la maîtrise de soi, développer une éthique de vie, la quête de sens, la quête de transcendance. Alors, pour revenir aux réformes sur un plan économique, il importe de se libérer du modèle économique néolibéral. Le système néolibéral, tout comme le système communiste, ne peuvent pas répondre à la problématique de l'ensemble des besoins. Il importe d'accorder autant d'importance et de trouver un équilibre entre la dimension économique et la dimension sociale, sanitaire, environnementale. Il est nécessaire de retrouver une souveraineté, et en particulier une souveraineté monétaire, pour orienter la création monétaire vers des activités productrices. Il importe également de lutter contre la corruption, contre l'optimisation et la fraude fiscale, de réguler la circulation des capitaux, de taxer la spéculation à court terme. Et enfin, il faut restaurer les liens économiques avec la Russie. Au niveau institutionnel, donc actuellement, un président de la République peut se défausser de ses responsabilités en changeant régulièrement de Premier ministre. Il est donc nécessaire de supprimer cette hiérarchie verticale entre un Premier ministre et un président de la République. Et du fait du risque du financement occulte lors des élections présidentielles, il semble préférable de revenir à un régime parlementaire. La problématique des besoins pousse à mettre en place une hiérarchie horizontale afin de mettre sur le même plan la dimension économique et la dimension sociale. L'implication de la société civile est importante puisque c'est l'antidote à toute pathocratie. Il faudrait réduire la place des partis politiques pour donner plus de place à la société civile au sein même du pouvoir. Faire en sorte que le pouvoir judiciaire, les médias et le pouvoir monétaire ne soient pas contrôlés par le pouvoir exécutif. Il est important également que la société civile puisse vérifier la formulation d'un référendum. On avait vu dans la première vidéo comment les référendums sur Maastricht ou le traité établissant une constitution pour l'Europe étaient des référendums tronqués. Et puis, il faut également pouvoir s'assurer du respect des règles de l'expertise scientifique, que ce soit pour le climat, la santé, l'économique, avec une représentation des différents courants de pensée. Je vais reprendre ici le modèle de la double démocratie qui avait déjà été abordé dans la première vidéo. On a donc un exécutif bicéphale avec deux dirigeants, tous deux issus de la majorité de leurs chambres respectives et chacun ayant ses domaines de compétences. Au niveau de la société civile, les citoyens devraient tout d'abord s'impliquer localement au niveau des communes dans des assemblées citoyennes afin de participer à la vie de la cité. Et les citoyens devraient être sollicités plus souvent par référendum. Une nouvelle chambre, la chambre de la société civile, serait constituée du comité économique, social et environnemental, du Sénat et d'un comité d'éthique. Le comité économique, social et environnemental serait constitué de représentants des salariés, des entreprises, des agriculteurs, des indépendants, des artisans, des professions libérales, et le Sénat représenterait les territoires. Cette chambre de la société civile contrôlerait trois pouvoirs: la recherche, les médias, la monnaie, la banque centrale, et la justice, le plan dans une vision à long terme. Le comité d'éthique aurait en particulier pour rôle de s'assurer de la qualité et de l'impartialité de l'information, de vérifier le bon respect
des règles de l'expertise scientifique, quel que soit le domaine, de s'assurer que la création monétaire soit bien orientée vers des activités productrices non polluantes et non pas pour financer un déficit budgétaire, pour s'assurer de la bonne formulation des référendums et s'assurer enfin que la politique étrangère respecte les accords d'Helsinki, la Charte de Paris et la Charte des Nations Unies. En 2018, on avait envisagé une réduction du nombre des parlementaires et des sénateurs. Donc, suivant cette proposition, nous aurions 217 députés dans chacun des deux parlements et 260 sénateurs qui seraient élus ou tirés au sort parmi les conseillers régionaux et départementaux. Concernant les membres du Conseil économique, social et environnemental, ils devraient également être élus ou tirés au sort et non pas nommés comme c'est le cas actuellement. Cette diminution de 25% du nombre de députés et de sénateurs est cohérente avec la diminution du rôle des partis et le nouveau rôle accordé à la Chambre de la société civile. L'action politique devra donc s'appuyer sur un consensus entre les deux parlements et la Chambre de la société civile. Au niveau européen, donc il importe de bloquer l'actuelle Union européenne dans l'optique de sa disparition. Et si l'on veut refonder une nouvelle Europe, il faut avant tout commencer par définir quelle est l'identité de l'Europe et définir les objectifs d'une nouvelle Europe afin, en particulier, de préserver un modèle social, les acquis sociaux, la promotion de la santé, les conditions de travail, la préservation de l'environnement, et de s'adapter à l'évolution du monde vers la multipolarité. Il importe de respecter la diversité des cultures et des identités nationales, de favoriser la coopération économique entre pays membres à travers un modèle coopératif peu centralisé, de trouver un juste équilibre entre protectionnisme et libre-échange, d'assurer la paix et la sécurité, et donc pour cela, d'aider au règlement pacifique des tensions à l'intérieur d'une Europe, par exemple entre la Serbie, la Croatie, l'Albanie et le Kosovo, entre la Pologne et la Hongrie, entre l'Allemagne et la Pologne, et également de créer un espace de sécurité commune avec les voisins proches, en l'occurrence la Russie et la Turquie, en développant le dialogue, la confiance, le respect, la diplomatie et les liens économiques. Donc le règlement pacifique des conflits concerne en particulier Chypre, entre la Grèce et la Turquie, le Royaume-Uni et la Russie, la Roumanie et la Russie, à travers la Moldavie et la Transnistrie, les pays baltes et la Russie. On sait qu'il y a d'importantes minorités russes en Estonie, en Lettonie. Et il y a par ailleurs le problème de Kaliningrad, entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr. Une nouvelle Europe devrait développer une défense autonome avec disparition de l'OTAN et la pacification des relations entre les États-Unis et la Russie se ferait dans le cadre de l'OSCE. Donc actuellement, on a un système pathocratique. La militarisation de l'Union européenne va engendrer la fin du modèle social européen. Il y a même une guerre contre la Russie qui est prévue pour 2029, avec bien sûr comme conséquence la destruction de l'environnement. Les médias sont dans une propagande permanente, avec une gestion par la peur et une pensée unique. Et enfin, on a eu l'émergence d'un biopouvoir. Donc à l'encontre du système actuel, il y a une urgence démocratique. L'économie doit être mise au service des besoins des populations.
On doit assurer la paix et la sécurité et donc créer un espace de sécurité commune. L'environnement doit être préservé. On a besoin de débats, d'une société civile active, et non pas d'une pensée unique, mais d'une pensée complexe. Et il faut développer, non pas une industrie de la maladie, mais la promotion de la santé, en agissant au niveau des déterminants de la santé. Il y a des déterminants de la santé qui relèvent du pouvoir public, la qualité et l'accessibilité du système de santé, le développement d'une médecine intégrative, la liberté d'information et d'expression, bénéficier d'un écosystème sain, d'un modèle agricole sain, être en sécurité, en paix, avoir un système économique et social favorable et performant, le degré de démocratie avec une participation des citoyens aux décisions, lutter contre la corruption, le respect des droits individuels, la justice sociale. Et puis, on a des déterminants de la santé qui relèvent d'une action individuelle. C'est les comportements individuels et des habitudes de vie, la qualité des relations familiales, le réseau social et amical, la capacité de s'adapter aux difficultés, le travail sur son propre esprit pour une bonne santé mentale. Et ceci implique donc la participation de tout un chacun à la prise en compte de ses propres besoins. Il y a donc une urgence pour retrouver un exercice sain du pouvoir, se baser sur une approche éthique, réinventer le système démocratique, retrouver notre souveraineté nationale, définir des objectifs dans une vision à long terme, développer une coopération entre pays européens, et ce avec des relations apaisées, tant avec la Russie qu'avec la Turquie.